Voici le sommaire de ce magazine d'information ITV. Coups, blessures, crimes de sang, suicides, l'enfer dans les foyers au Sénégal. Pourquoi, comment, avec quel effet, quelles solutions? Des psychologues parlent. Une enquête d'ITV entretient avec un confrère sur le plateau, Daouda Mine, le directeur du site IGFM. L'économie d'un coin éco, le Made in Sénégal semble profiter du ralentissement des importations du fait de la crise sanitaire. Quelles sont les stratégies développées pour promouvoir le consommé local? C'est ce que nous allons voir. Pour l'entretien coin éco de ce dimanche, Mamadou Ndiaye a choisi un producteur de cinéma, Oumar Sall. Bouillon culture, voyage à travers les ethnies sénégalaises, les Bédiques, une minorité, mais quelle richesse culturelle! Il ne serait que plus d'1 millier de personnes. On les trouve généralement au sud-est du pays. Le diplomate Dr Oumar Mariko, membre du M5 au Mali, le révolutionnaire malien, sera en ligne de Bamako. Ailleurs la Gambie, un autre pays voisin du Sénégal, pénurie d'eau et coupure d'électricité rythment le quotidien des habitants de Banjul, la capitale. Tranche de vie, maître El Hadj Aya Boun Malik Diop, le syndicaliste qui a paralysé la justice pendant 71 jours. Entre le greffier et ancien enseignant et le département de la justice, la greffe a du mal à prendre. Et puis, dans l'univers des animaux, le portrait du guépard, Kessendour a tenté de rattraper la flèche de la savane. Mission impossible, bien entendu. Elle nous fait tout de même découvrir l'animal probablement le plus rapide sur Terre. Bienvenue. Faut-il croire que la violence a définitivement élu domicile dans les ménages sénégalais? Le plus grave est que cette violence se traduit maintenant par des crimes de sang. Pas une semaine ne passe sans qu'un meurtre familial n'alimente les faits divers. Qu'est-ce qui peut expliquer la poussée de cette criminalité dans nos familles? Awa Diop s'est rapproché des psychologues pour mieux comprendre. Suivez le dossier. Le foyer, lieu de sécurité par excellence, devient aujourd'hui tribune de toutes sortes d'agressivité, des coups et blessures qui virent souvent au drame. La violence fait-elle désormais partie de nos habitudes? Nous avons remarqué ces dernières semaines ou bien ces derniers jours la récurrence de ces violences-là et particulièrement des violences qui impliquent des crimes intrafamiliaux. On peut inscrire ces crimes répétitifs dans ce que l'on appelle, dans une logique de ce que l'on appelle la loi des séries. On appelle loi des séries le fait que dans le domaine criminel, qu'il y ait en tout cas des crimes répétitifs dans un environnement ou bien d'un espace bien défini qui se réalise de la même manière et pendant un temps bien déterminé. Recourir à la violence pour corriger son enfant, sa conjointe, son ami est aujourd'hui monnaie courante dans notre société. Le mode de vie actuel aurait-il un impact négatif sur les comportements? Nous assistons aujourd'hui à une désintégration des familles. Vous-même, vous l'avez constaté, vous avez dit de plus en plus, nous vivons en famille monoparentale. Et dans des cas où les gens vivent de manière très restreinte en famille, le plus souvent, il n'y a pas un élément régulateur qui vient de l'extérieur qui permet de réguler. Manque de communication au sein des familles, incompatibilité d'humeur ou défaut de self-control, la liste des mots qui peuvent conduire à la violence semble loin d'être exhaustive. Maintenant, par rapport à la fratricide également, vous savez, il faut le plus souvent dans nos familles faire ce que l'on appelle l'analyse comportementale de la famille ou bien l'analyse du cadre familial. Il y a beaucoup de familles qui sont des familles, je dirais, criminogènes. Cela veut dire quoi? Il est très plausible que des crimes s'y passent parce que tout simplement l'environnement familial est un environnement d'électricité. Parce que la violence s'y est pendant longtemps installée
et il n'y a pas le plus souvent des moyens de faire de telle sorte que la violence s'arrête. La société sénégalaise est-elle devenue une société violente? En tout cas, les faits de ces derniers jours semblent l'affirmer. Plus de 5 meurtres familiaux en moins de 2 semaines, tous victimes d'une cruauté quasi gratuite. Sur ce plateau, notre invité confraternel, comme on l'appelle, Daouda Mine, bonsoir. Bonsoir Mamoudou. Vous êtes le directeur du site IGFM, vous êtes également le président de la Commission nationale de la carte de presse. Un constat cette semaine, un colonel de la douane qui égorge sa fille, un policier, un gradé d'ailleurs, qui se serait tiré une balle dans la tête. La thèse du suicide est réfutée cependant par sa famille. Mais qu'est-ce qui peut expliquer ce phénomène chez nos hommes de tenue, une non prise en charge psychologique? Oui, ça peut s'expliquer, hein, une non prise en charge psychologique, parce qu'au niveau de la police et de la gendarmerie, je ne pense pas qu'ils aient une cellule psychologique pour prendre en charge ces questions-là, je ne pense pas. Nous avons un certain nombre de cellules, mais la plupart c'est des cellules d'enquête. Je pense qu'il devait y avoir au moins une cellule pour pouvoir prendre en charge un certain nombre de choses. La plupart, il faut qu'un policier puisse aller se consulter au niveau du centre social ou bien du centre sanitaire pour qu'on essaie de les prendre en charge. Mais je pense qu'il devait y avoir au moins une prise en charge psychologique pour pouvoir voir effectivement si un policier est en train de dérailler un tout petit peu pour le ramener et pour pouvoir le prendre en charge convenablement. Mais je ne pense pas qu'au niveau de la police et de la gendarmerie qu'il y ait cette prise en charge psychologique-là. Et puis c'est des gens qui ont appris à manier les armes qu'ils peuvent utiliser contre leurs proches ou contre eux-mêmes. Oui. En fait, même quand vous voyez ce qui s'est passé au Parcelles Assainies, ce n'est pas la première fois qu'on voit ça. Je me rappelle, il y a quelques années, même au niveau de la police, au sein même de la police des Parcelles Assainies, il y avait un incident pareil. Un agent qui s'était tiré une balle dans l'enceinte même de la police à un moment donné. On avait ouvert une enquête, mais jusqu'à présent, on ne sait vraiment pas quel était le mobile de cet acte-là. Aujourd'hui encore, on ne connaît pas les mobiles de cet acte-là. La famille dit que cette personne-là était quelqu'un de très sensé, qui ne se serait jamais tiré une balle dans la tête. On se rappelle également qu'il y a quelques années, il y a 2 ans de cela, un colonel de la douane également, on avait dit que c'était suicidé, c'était à Kermassar également. Ouais. C'était un cas pareil. Ouais. Bon, l'enquête avait conclu que c'était un suicide, mais la famille refuse toujours cette thèse-là, cette thèse du suicide. Ça veut dire que ça commence à devenir récurrent. Ouais. On a au moins 4 à 5 cas au niveau des forces de sécurité, que ce soit la police, la gendarmerie et la douane. Et je pense que les autorités policières de la gendarmerie, les autorités sécuritaires devraient au moins prendre en charge cela pour au moins essayer de mettre en place une cellule psychologique pour pouvoir prendre en charge tout cela. On rappelle souvent que l'État a le monopole de la violence légitime, et on pense d'ailleurs en le disant aux militaires, aux policiers, aux gendarmes, mais il y a apparemment une dimension importante à prendre en charge. Je sais que cette violence ne peut être légitime que si elle est utilisée dans des conditions bien précises. Non, bien sûr. Ce sont des gens qui ont été formés dans le maniement des armes, qui ont subi un certain nombre de formations, mais je pense que c'est des gens également qui font partie de la société à part entière, qui peuvent avoir des petits problèmes au sein de la société, qui peuvent être confrontés à des problèmes, mais si on ne met pas en place un cadre pour leur permettre de s'exprimer et de pouvoir régler ces problèmes-là, on peut être confronté à ce genre de problème-là. Parce que moi, peut-être, j'ai la liberté d'aller peut-être voir un ami sociologue ou bien un ami psychologue, mais quand on a un policier qui est un agent assermenté, qui est assujetti à l'obligation de réserve, qui ne peut pas se permettre de s'ouvrir ouvertement à n'importe qui, on peut se retrouver à ce genre de problème-là. Je pense, franchement, comme je viens de le dire, qu'au niveau de la police et de la gendarmerie, ils devraient vraiment prendre en charge ces questions-là. Peut-être même au niveau de ces casernes-là, mettre une sorte d'assistance sociale pour pouvoir permettre à ces gens-là de venir s'exprimer et qu'on prenne les diligences qui s'imposent pour pouvoir les aider convenablement. Cette forme de criminalité concerne aussi bien les civils que les militaires. Les civils qui sont souvent victimes ou même bourreaux, il faut aussi le relever. Quelles pourraient être les causes de ces drames familiaux, de ces meurtres familiaux?
Le premier constat, c'est que pendant longtemps, on avait l'habitude de voir, quand on parlait de crimes crapuleux, la plupart c'était le fait des agresseurs, pendant longtemps. Je me rappelle, dans les années 2000, que ce soit de 97 à 2002, on avait des bandes d'agresseurs qui étaient là, la bande à Ino et d'autres bandes qui faisaient un certain nombre de choses. Et la plupart, on se réveillait le matin, on voyait que quelqu'un était mort et c'était le fait d'agresseurs. Je me rappelle très bien qu'au début des années 2000, il y a même un commissaire Hassan Ndoye en son temps, lorsqu'il venait, quand il voyait une scène de crime, il pouvait te dire que ça c'est fait par un Sénégalais ou c'est pas fait par un Sénégalais. Le redoutable Hassan Ndoye. Hassan Ndoye, parce qu'il se disait que les Sénégalais ne pouvaient pas se permettre de faire un certain nombre de choses. Par exemple, les Sénégalais ne pouvaient pas égorger. Les Sénégalais ne pouvaient pas dépiécer un individu en un moment donné. Ça se passe bien chez nous. Mais ça se passe bien chez nous. Depuis 2009, on a noté quand même qu'il y a ce qu'on appelle les violences domestiques. Depuis l'affaire Famagnan, c'est la dame qui a été retrouvée sur la corniche et qui a été découpée en 13 morceaux. Depuis cette date-là, on se retrouve avec des violences pareilles. On a eu après l'affaire Mouslilo, une dame qui a été égorgée, qui a été tuée à Touba, et on avait crevé ses yeux. On s'était retrouvé également avec d'autres cas au niveau de la banlieue, avec une dame de 62 ans qui a été tuée, et l'agresseur s'était même permis d'enlever ses boyaux et de les mettre dans des bassines. À l'époque, on parlait de crimes rituels. Mais dernièrement, ce n'est plus ces crimes rituels-là. On a vu avec l'affaire Aminata Mahtar Ndiaye, c'est son chauffeur qui l'a égorgé. L'affaire de Tamba, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Binta Kamara. Voilà. Et puis là, à Tivaouane, également, quelqu'un qui tue son fils, sa femme et qui se donne la mort. À Touba également, celui qui avait égorgé ses 2 enfants et dont l'enquête a fini par conclure que c'était le père. Donc on se retrouve avec ce genre de meurtre-là, des drames familiaux, qui ne peuvent pas être, je veux dire, les forces de sécurité n'ont aucun moyen de prévenir ce genre de... Oui, mais qu'est-ce à dire quand on se rend compte que dans ces meurtres ou assassinats, c'est selon que la plupart du temps, le bourreau est un proche de la famille, ou il est même dans la famille. Oui, je pense que l'élément a donné une sorte de réponse. Je pense que maintenant, nous commençons à perdre nos repères moraux. C'est ce que je me dis. Parce qu'à l'époque, nous avons quand même un certain nombre de soupapes de sécurité. On avait des familles où les gens avaient la possibilité d'intervenir au niveau de ces familles-là pour régler un certain nombre de problèmes à l'interne. Vous voyez, quand vous vouliez même corriger un enfant, il allait se réfugier derrière sa grand-mère et il se sauvait automatiquement. On n'avait pas la possibilité de le corriger. Et entre-temps, le père de famille qui était dans une colère noire a le temps d'avoir le recul nécessaire et de ne pas le corriger comme cela se devait. Aujourd'hui, avec ce qui s'est passé au niveau du Mamel, le colonel de la douane qui a corrigé sa fille jusqu'à ce que mort s'en suive, s'il y avait un élément, un grand-parent qui était sur place, je pense que le drame ne serait pas survenu. Parce qu'il y aurait quelqu'un qui serait intervenu et peut-être le colonel ne serait pas allé jusqu'au bout. Alors, ce qui s'est passé à Tamba également, s'il y avait quelqu'un d'autre qui était au niveau de la famille, je pense que ce meurtre-là n'aurait pas lieu. Parce que tout simplement, celui qui a commis le meurtre, il savait exactement la configuration des lieux, il savait exactement qu'il n'y avait personne au niveau de la famille, et s'il y avait au moins quelqu'un qui était au niveau de cette famille-là, je pense que ce drame-là n'aurait pas lieu. Alors, quelle loi et quelle justice pour ce genre de criminalité? Ouais, je pense que la loi est claire, hein, parce que sur ce plan-là, pour ce qui concerne ces meurtres-là, à l'époque, c'était défini comme un assassinat, et l'assassinat était condamné de la peine de mort. Mais depuis 2004, avec l'abolition de la peine de mort, c'est la condamnation à perpétuité. C'est ce qui est prévu par les textes. Maintenant, à chaque fois, il y a les avocats qui essaient un tout petit peu de jouer les artifices en convoquant l'article 50 pour parler de la démence, parce que la démence, quand même, permet de soustraire le délinquant, entre guillemets, de la justice. Parce que tout simplement, l'article 50 dit qu'il n'y a pas de crime, il n'y a pas de délit si l'auteur était en état de démence au moment des faits. Mais je pense que la loi est claire, que ces personnes-là, s'ils sont traduits devant la justice, vont écoper tout simplement des travaux forcés à perpétuité. Les médias, vous êtes journaliste, Daouda, les médias traitent-ils sérieusement ce phénomène ou ont-ils tendance à le survoler comme un banal fait divers? Bon, je pense qu'on a tendance à survoler ces questions-là. Parce que je pense que les médias, quand même, on doit savoir que l'information, elle est soit factuelle, soit intemporelle.
Et je pense qu'on ne doit pas tout simplement se baser sur le factuel, traiter les faits divers au cas par cas. À un moment donné, il va falloir qu'on fasse un tout petit peu un travail plus approfondi, un travail intemporel, en essayant de comprendre un tout petit peu ce phénomène-là, qu'est-ce qu'il explique, et peut-être voir des spécialistes pour des esquisses de solutions. Parce que c'est comme ça que nous pouvons rendre service à notre pays, c'est comme ça que nous pouvons rendre service à la collectivité. Parce que tout simplement, nous avons été formés en technique de communication, mais je pense que si on balance tout simplement les faits comme ça, on ne pousse pas, on finit par les banaliser. On n'aide pas la population à comprendre ce phénomène-là et peut-être même à prendre en charge convenablement ces phénomènes-là. Alors, Monsieur le Président de la Commission nationale de la carte de la presse, c'est pour quand cette fameuse carte? Ouais, je pense que le Covid-19 nous avait un tout petit peu bloqué parce que quand nous avons été installés au mois de janvier, on avait déjà commencé à travailler sur un règlement intérieur parce que c'est ce règlement intérieur-là qui nous permet de fixer les règles du jeu. Bon, le Covid était venu un tout petit peu nous bloquer, mais bon, il y a 2 semaines, nous nous sommes réunis et nous avons finalisé le règlement intérieur. Aujourd'hui, tout ce qui est texte est déjà acté. Maintenant, il reste tout simplement d'aller au niveau de la phase pratique avec la réception des dépôts des candidatures. Et je pense qu'au courant du mois de septembre, nous allons recevoir les dépôts. Le spécimen de la carte nationale est déjà bloqué. Et je pense que nous aurons la possibilité, durant le mois de septembre, de donner la première carte de presse. Très bien, rendez-vous est pris. Merci Daouda Mine qui était l'invité confraternel. Merci et beaucoup. Bonsoir chez vous. Merci beaucoup, grand. Coin écho sur l'économie de services dans notre pays, le Made in Sénégal profiterait-il du ralentissement des importations pour mieux se positionner? On imagine le défi pour des Sénégalais très friands de produits venant d'ailleurs. ITV s'est particulièrement penché sur les stratégies à même de faire du consommé local un pilier essentiel de notre économie. La petite enquête de la semaine signée Oumou Kalsoumba. Le Sénégal, pays de l'Afrique de l'Ouest, indépendant depuis 1960, est toujours dans le cercle des pays en voie de développement. Sa balance commerciale est déficitaire, c'est-à-dire que l'on importe plus que l'on exporte. Pourtant, il dispose de beaucoup de potentialités économiques du fait de sa position géographique et d'autres facteurs géostratégiques. De nombreux experts s'accordent à dire qu'il est temps que son économie décolle. Pour ce faire, ils sont unanimes. Consommer local. De nombreux exemples pour illustration, nous avons le riz de la vallée, l'huile locale, le sucre, la pomme de terre, l'oignon cultivé et transformé par des entreprises nationales, ou encore des chefs-d'œuvre fabriqués par nos artisans, notamment les menuisiers, les cordonniers, les tailleurs. La liste est loin d'être exhaustive. Le secteur culturel n'est pas en reste. Le cinéma sénégalais fait son bonhomme de chemin. Des jeunes entrepreneurs conscients des enjeux du digital profitent de la révolution numérique en proposant des produits et des services innovants de qualité 100% made in Sénégal. Au regard de tous ces atouts, il est impératif que nous consommions ce que nous produisons pour arriver à produire ce que nous consommons et aspirer ainsi au développement. Pour paraphraser un confrère, les analystes ont souligné qu'il y a des obstacles à l'envol du consommé local. Ils ont cité la lourdeur de la fiscalité pour les unités de production locales, l'allègement des barrières douanières pour les producteurs locaux, le défaut d'accompagnement de l'industrie, le sous-équipement des producteurs, l'accès au financement, entre autres facteurs qui font que le consommé local tarde à devenir une réalité au Sénégal. Le rôle de l'État dans tout cela, l'État doit développer le label sénégalais dans le but de lui ouvrir le marché mondial, développer le label Sénégal et lui permettre de participer au marché mondial en créant de la valeur ajoutée à notre économie constitue un impératif de tous les premiers ordres. Cela passe naturellement par l'organisation de la valorisation des filières, l'arrêt ou l'imitation des produits concurrents en misant sur la référence nationale. Coin écho de la totale du dimanche 30 août 2020 reçoit le producteur Oumar Sall, Grand Prix du l'étalon de Yenenga avec Alain Gomis, félicité en 2017, et Grand Prix du jury à Cannes avec Mati Diop 2019 pour Atlantique. Le cinéma est une grande aventure humaine depuis les Frères Lumière. Soudain, l'immobilisme consécutif à la crise sanitaire qui a affecté tous les secteurs productifs. Alors, comment vit le cinéma dans ce contexte? Voilà un scénario de film qui cherche
réalisateur et producteur qui, pour prendre en charge cette gigantesque fresque mondiale, nous verrons si notre invité est intéressé Hollywood, Bollywood, Nollywood, demain Sénéwood. La question est posée. Bonsoir à tous les deux. Oumar Sall, Mamadou Ndiaye, votre entretien. Bonsoir Omar. Bonsoir. Ravi de vous revoir. Vous êtes habitué donc de la lumière. Et voilà que depuis quelque temps, le cinéma est sans doute salle fermée en raison justement de la crise sanitaire. Mais comment vit le cinéma en période de confinement et en période aussi de restriction du mouvement des personnes? Bonsoir tout le monde. Donc je salue également vos téléspectateurs et je salue au passage cette percée de votre groupe, en tout cas de ITV au passage. Donc on vit difficilement le cinéma. Je disais que l'ensemble des unités de production sont confinées. Donc tout est au point mort. Là, ça redémarre petit à petit les tournages, mais avec beaucoup de contraintes. Parce que je dis, la Covid nous bouscule, nous pousse jusqu'au dernier retranchissement. Quand on engage des tournages actuellement, il y a une multiplication des frais. Je donne un exemple parce que pour respecter les gestes barrières, les assurances pour les tournages, tout est compliqué. Et ça redémarre difficilement parce que y a plein de choses qui ne suivent pas présentement. Alors, le Sénégal, c'est vrai, sous votre égide, a remporté un certain nombre de prix, s'est positionné sur le grand théâtre justement du cinématographique. Mais le pays de Sambène n'est pas prisé par les grands réalisateurs mondiaux qui sillonnent le monde à travers à la découverte effectivement de paysages qui sonnent et qui poussent vers l'imaginaire. Pourquoi le Sénégal ne se fait pas désirer? Bien sûr, le Sénégal se fait désirer. Il y a de grands tournages qui se passent. Surtout quand on a un pays où c'est stable, il y a une démocratie, il y a une certaine stabilité. Il y a aussi de beaux décors. Oui. Et c'est un pays où effectivement le fait de tourner est facile dans ce pays. Moi, je vois de grands films effectivement qui sont tournés récemment. Donc, bien sûr, il y a des tournages qui se passent. Maintenant, c'est vrai que davantage la destination Sénégal, ça c'est lié au tourisme. Il faut également que cette destination soit encore et davantage connue. Mais vous l'avez abordé tout à l'heure, la Covid ne facilite pas tout cela. Mais en tout cas, c'est un pays où les gens aiment tourner au Sénégal. Hein. Ça se voit pas assez souvent, on ne communique pas assez souvent par rapport à ça. Mais je pense que la direction du cinéma aujourd'hui, au vu des autorisations de tournage qu'il délivre chaque année, en tout cas, peut vous renseigner encore davantage sur les statistiques de tournage qui se passent au Sénégal. Mais et puis, au niveau professionnel, il y a des professionnels aguerris dans le domaine du cinéma au Sénégal. Les gens aiment ce pays également parce qu'il y a des techniciens de qualité dans ce pays. En fait, en le disant, je vais vous taquiner, mais l'idée, c'est simplement qu'un pays comme le Maroc, le Nairobi, Botswana, vendent justement des destinations, vendent des reliefs, des paysages, vendent des décors, vendent des habillements, de l'accoutrement, vendent un peu leur aspect culturel. Mais sans doute le Sénégal le fait, mais ça ne le fait pas de façon cohérente pour qu'on sente effectivement qu'il y a tout un marketing derrière le projet de faire venir justement les grands réalisateurs, mais en même temps aussi que ces grands réalisateurs, quand ils viennent, ils sont épatés par ce qu'ils découvrent. Et souvent, certaines réalisations qui sont faites récemment, notamment les grandes séries qui se passent dans la sous-région, ont épaté justement un public de plus en plus friand du Sénégal. Oui. Alors, donc, en général, quand quelqu'un décide de tourner des séquences au Sénégal, ils ont envie, en tout cas, de relater une certaine histoire, une certaine identité sénégalaise. Ça ne se voit pas. Mais c'est ce qui porte ces films et qui porte les projets qui devraient en tout cas faire cette communication pour faire comprendre aux gens. Mais le Maroc, effectivement, est un modèle qui attire, hein, est un pays qui attire beaucoup de tournages. Donc, mais nous, je pense que le Sénégal n'a pas de... n'a pas de complexe par rapport à ça parce que tout est là. Mais je pense qu'il manque une communication, c'est juste... Voilà. Et qui doit le faire? Non, mais c'est quand moi, par exemple, j'ai tourné avec Bertrand Tavernier au Sénégal.
Pour tourner avec Tavernier, j'étais obligé également de porter une communication. Vous allez sur les sites de Cinécap, etc. Donc, on fait des publications par rapport à ça. On communique par rapport à ces grands réalisateurs qui passent et qui amènent souvent aussi beaucoup d'économies, parce qu'on ne le dit pas. Je pense que récemment, il y a un film de Moussa Sen Absa. Je vois le chiffre, c'est extraordinaire. Hein? Les gens, ils viennent investir également beaucoup d'argent dans le pays, mais il y a également l'effet d'entraînement dans le domaine du cinéma. Mais derrière, à mon avis, il faut plus de communication, en tout cas pour marquer le passage de ces gens. Mais le pays, en tout cas, offre tout cela. Certainement aussi, il ne faudrait pas travailler en solo, il faut travailler peut-être en équipe. Quand je donne un exemple, si vous travaillez avec Oumoussi, la styliste, si vous travaillez avec Adama Paris, elle aussi, peut-être, elle a une vitrine, elle a une visibilité mondiale. Mais je veux dire que le cinéma, ce n'est pas du cinéma, c'est vraiment du cinéma. Non, mais comme je dis, c'est toute une chaîne. Hein? Donc, comme je disais tantôt, les effets d'entraînement, le travail des gens qui font des costumes. Mais vous savez, quand on raconte des histoires, on choisit des choses à montrer. Les costumes même obéissent à des logiques dans un film, etc. Donc le cinéma ne peut pas faire la promotion, mais pas de manière artistique, mais pas de manière spontanée et volontaire, parce qu'il faut respecter certaines choses dans cette logique. Qu'est-ce qui attire l'œil du cinéaste, pour résumer? L'œil du cinéaste, quand on fait un film, en général, le travail du cinéaste, en général, je dis, sa principale mission, c'est la transmission, si je me répète ainsi, d'émotions. Donc c'est ça, au fait, le travail et d'un imaginaire. Donc voilà, c'est le message. Donc le cinéaste envoie un message. Donc son rôle, c'est de transmettre des émotions à travers des images. Voilà. Avec tout ce qui va effectivement derrière de la déco, en passant par les costumes, etc. Est-ce que les salles de cinéma vont retrouver leur lustre, ou bien faut-il passer à un nouveau mode de consommation du cinéma avec ce que nous voyons justement qui nous environne déjà? Évidemment, je pense que la Covid aujourd'hui est à la base en tout cas de beaucoup de réflexions. Vous avez vu que Netflix, les plateformes ont gagné, je pense, plus de 15 millions de dollars pendant les périodes de confinement. Alors, c'est vrai, on s'interroge sur les salles de cinéma. Effectivement, cette méthode standard et classique de fonctionnement des choses. Est-ce qu'il faut un cinéma où il faut aller vers les gens avec d'autres moyens, d'autres outils, en tout cas pour montrer les films? Toutes ces questions, en tout cas aujourd'hui, sont en train d'être posées et étudiées. Et je pense que c'est le monde dans sa globalité qui a ces mêmes problèmes, mêmes interrogations. Alors, Omar, après Nollywood, va-t-on vers Hollywood? Alors, je ne suis pas sûr que vraiment on va dire après. Nollywood a des spécificités. Les Nigériens ont leur propre identité, leur propre manière de faire, et c'est un pays qui est culturellement riche et divers. Alors, nous avons également notre modèle. Il y a des choses à choisir au Nigeria. Il y a ce dynamisme économique qu'ils ont pour être prompt aussi à fabriquer, à faire des films. Vous savez, c'est la première économie, vous l'avez dit, je pense, la première économie en Afrique, mais également c'est la première démographie en Afrique. Il y a un marché, ils sont plus de 200 millions d'habitants, et je crois d'ici la fin de ce siècle, par exemple, Lagos va être la mégalopole le plus peuplé de la planète. Donc ils seront 780 quelques millions. Donc il y a un marché. Donc eux, ils ont commencé à faire leur cinéma avec un modèle, j'allais dire aujourd'hui, qui donne ses résultats. C'est vrai que dans le PIB aujourd'hui, c'est 2% ce que représente Nollywood dans le PIB. Vous avez 1800 films de produits par an. Vous avez, ce soit 11 millions d'euros dans le PIB du pays.
vous avez plus de 300 000 emplois, mais avec des modèles économiques très adaptés. Hein. Donc, le coût d'un film, c'est environ 15 000 € ou 30 000 €. C'est 3 secondes, le coût, c'est équivaut à 3 secondes à 4 secondes d'un film américain au niveau du coût. Donc, ils ont su trouver leur modèle et ça marche. Et ça produit 30 à 40 films par semaine. Pourquoi c'est difficile de l'avoir au Sénégal? Non, mais en fait, déjà, il faut le marché. Oui. Quand ils ont commencé par vendre des DVD, des VCD, VHS, maintenant des disques compacts, mais il y a un marché qui existe. Alors, pourquoi c'est difficile également? C'est que le modèle économique, on n'a pas le même modèle économique. Le Nigérian, aujourd'hui, son problème, ce n'est pas quand est-ce qu'un État met de l'argent, mais c'est quand est-ce que je rencontre un investisseur. Voilà la différence. Vous savez, maintenant, c'est toute cette forme des investisseurs qui mettent des moyens pour fabriquer et assurer leur rentabilité derrière. Oui, vous parlez de marché, mais un marché à conquérir finalement. Merci. Omar Sall, peut-être que je suis en train de dire n'importe quoi. Vous avez suivi un peu le succès de ces stars d'une série sénégalaise, à Abidjan, Maîtresse d'un homme marié à Abidjan. Cela vous inspire quoi? Pour moi, tout ça, c'est du bien. Hein, donc, qu'il y ait ce dynamisme. Mais moi, je m'interroge toujours sur les modèles économiques derrière, parce qu'il ne faut pas que ça fasse l'effet de boule de neige. Il faut que soit sous-tendu et soutenu par un modèle économique. C'est ce que je vous disais par rapport, parce que les Nigériens ont eu le temps et ils font par rapport à leur culture. Si jamais on s'évertue à copier ce qui se passe chez eux, ça va être comme le Japon après la guerre. C'est inonder le monde de produits pacotis, si je peux m'exprimer ainsi, pour devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Le Nigeria fait pareil. Les gens produisent en abondance. C'est comme disait mon prof, donc c'est la morale de Jérémy Bentham, c'était la recherche. C'est l'intérêt individuel qui fait l'intérêt général aujourd'hui dans ce pays avec cette abondance de production. Ça, c'est économique. Leur succès, c'est plus économique qu'artistique. Parce que l'esthétique, les codes de ces films laissent à désirer. On pense, ce n'est pas les films qui montrent le Nigeria, c'est des films qui sont tournés en général à huis clos. Et vous avez vu également comment ça fonctionne. Vous prenez le nord, Kano, c'était Kannywood, et pour Kano, hein, donc vous avez le Haoussa, et ça, c'est une identité, même eux, ils veulent ressembler à Bollywood. Vous prenez le sud, eux, ils veulent ressembler à Hollywood. Donc, et le cinéma est meilleur, et vous avez plus de stars. Votre dernière question, Mamadou, parce que voilà. C'est terminé. Oui. Ce qu'on veut vous faire sentir, Omar, et très probablement d'ailleurs vous êtes au cœur de ça, c'est que le Nigeria est une entité au sein maintenant d'une vaste entité qui s'appelle la CEDEAO. Autrement dit, ce n'est plus un marché propre aux Nigérians que vous-même vous pouvez attaquer comme réalisateur et comme peut-être explorateur. Non, mais au fait, nous, on attaque parce que les films que nous produisons ici on les montre au Nigeria déjà, avec ce public qui est averti et qui veut voir du vrai cinéma. Donc, on n'a pas de problème pour la circulation. Vous savez qu'un film n'a pas besoin de visa pour circuler. Donc, ça on circule. Mais ce que nous refusons, comme j'ai dit tantôt, parce que nous venons de recevoir un coup avec ce Covid, où, à mon avis, il faut s'interroger sur ses propres identités, ses propres modèles. Et ensuite, vous avez parlé de consommer local, je crois. Oui. C'est comment nous réinventons, comment nous allons nous réinventer et quel logiciel culturel pour nous-mêmes et quel modèle économique pour nous-mêmes. Parce que c'est là où c'est intéressant, c'est là où il faut inviter les gens à comprendre cette économie du cinéma, parce que la majorité de la jeunesse du monde, avec les dividendes du numérique, etc., travaillent dans ce secteur. Je vous ai donné le chiffre au Nigeria. Ça, par contre, oui, c'est pas mal d'avoir autant de jeunes, autant de personnes qui travaillent dans ce secteur. Eh bien, la suite, c'est dans une autre émission que nous avons préparée aussi ensemble. Omar, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous souhaite le plus mal, c'est de reprendre justement les vols, les voyages et les rencontres justement avec ceux qui font le monde. Nous sommes heureux déjà. De toute façon, nous avons repris les tournages au Sénégal avec ce programme court-métrage aujourd'hui qui est en train quand même de faire travailler du monde.
plus de 56 techniciens, plus de 156 comédiens et 484 figurants. Les films se tournent simultanément à Dakar. Voilà, là aussi c'est notre bonheur parce que c'est notre propre modèle. Et je pense que c'est ça que nous aimons davantage partager. Une fois que les films existent, bien sûr, les voyages vont redémarrer. Mais merci. Très bien. La suite, c'est surtout ce partenariat que vous avez avec E-Media, qui nous a inspiré d'ailleurs quelques rendez-vous sur le cinéma, comme Cinéwood, comme Tous au ciné. Et puis, parlant de voyage, je suis sûr que ce qui va suivre dans Bouillon Culture va intéresser le cinéaste. Les Bédiques, une ethnie bien de chez nous, une petite minorité, mais ô combien riche culturellement. Les Bédiques qu'on trouve surtout au sud-est du Sénégal sont un peuple travailleur, un peuple qui vit de sa culture, en un mot, un peuple très attaché à sa tradition. Bédique, une découverte signée Boubacar Dian et Moussa Fall. Mathias donc cenlango woni peccen no hanniwol solumen donc darodejo on de barbe lengo ITV jogo lengo pour une langue anam tan budi kan. Mathias Keita est bédique. Cette population d'Afrique de l'Ouest vivant principalement dans la région de Kédougou, dans le sud-est du Sénégal. Les Bédiques, un peuple minoritaire qui vit en altitude. Un peuple qui vit majoritairement au-dessus des montagnes dans la région de Kédougou. Donc même si dans ces dernières années on voit avec l'exode rural des gens, des déplacements de population qui se font notamment au niveau de Kédougou et puis Tamba et donc jusqu'ici, voilà. Mais majoritairement on est localisé dans la région de Kédougou, donc au niveau des contreforts du Fouta Djallon. Donc on habite en hauteur, donc c'est un peuple qui a une histoire assez diverse. Chez les Bédiques, chaque période de l'année a une célébration particulière. L'homme, la femme, les récoltes entre autres, tout est célébré. Déjà, le début de l'hivernage, il y a cette fête qu'on appelle Amonde. Amonde, ça marque le début de l'hivernage. Après cette fête, tout le monde se rend dans les champs et c'est les travaux champêtres qui commencent. Donc au niveau de chez des Biwol, après la fête de Amonde, donc la fête du début de l'hivernage, il y a une fête qui arrive tous les 4 ans, tous les 2 ans tant pour moi, qu'on appelle Iamb. Donc ça s'est passé cette année. C'est une fête dont le sens c'est de valoriser la femme. Donc c'est ce qu'on appelle communément la fête des filles. Donc après cette fête, on a la fête donc de la récolte, ce qu'on appelle Moudint. Ça veut dire en fait, en quelque sorte, c'est une fête de remerciement à la nature, à Dieu, pour les bonnes récoltes qu'il nous a données. Et donc, chacun ou chaque femme, chaque famille va présenter quelque chose à la place du village, va amener pour partager avec tout le monde. Ces moments de festivité ont valu au pays bédique l'appellation de peuple de la vallée heureuse, une appellation que ce bédique voit autrement. C'est des populations qui, quand on les regarde au premier coup d'œil, tu as l'impression que c'est des gens qui vivent heureux, qui sont sur les montagnes et qui vivent quand même heureux avec les ressources que la nature a mis à leur disposition. Les peuples de la vallée heureuse, c'est une appellation assez, on va dire, qui valorisante, mais ça commence à changer quand même. Un peuple heureux qui se suffit, une suffisance venue au bout de l'effort. Les Bédiques sont un peuple travailleur. Très travailleur, parce qu'on ne vit que de ça. Et tout ce qui est fruits et autres là, maintenant sont très commercialisés. Avant, c'était pour juste la consommation. Du coup, les gens, tu pouvais passer une journée au champ sans même manger un repas préparé de main d'homme.
tu vas faire de la cueillette, tu as des fruits un peu partout. Donc tous les fruits qu'on voit qui se vendent ici à Dakar viennent de là-bas, pour la plupart. Bien vrai qu'ils font partie des populations minoritaires au Sénégal, les Bédiks ont des similarités avec les Bassari. Ainsi, ils arborent des masques végétaux lors de certains rituels. Boubacar Dieng qui est rentré heureux de chez les Bédiks, bonsoir. Bonsoir Mahmoudou. D'où sont-ils originaires? Seulement de l'est du pays, du sud-est? Non, pas du sud-est du Sénégal. Ils sont originaires selon certaines études menées par des anthropologues du Mali parce qu'il y a leurs ancêtres qui sont du Mali, à savoir les familles Keïta et les familles Camara qui sont venues du Mali lors de la guerre initiée par Alpha Yaya Diallo du Fouta Diallo. C'est à la suite de cela qu'ils sont venus au niveau du Sénégal, dans le sud-est plus particulièrement, à Kédougou pour s'implanter là-bas. Alors, quelle est leur religion ou la religion dominante chez les Bédiks? La religion de base, c'est l'animisme, comme dans beaucoup de pays africains avant l'arrivée de l'islam. Donc, c'est l'animisme. Mais après cela, il y a eu l'arrivée d'Alpha Yaya Diallo, que j'ai précité tantôt, donc, qui est arrivé avec l'islamisation. L'islamisation par la force. Mais il se trouve qu'en 1961, dans les années 60, il y a eu des missionnaires qui sont arrivés aussi avec dans leur bagage donc, la religion chrétienne. Donc ils ont commencé par convertir la population bédique, donc qui petit à petit est devenue chrétienne. Mais après cela, il y a aussi encore eu le retour plutôt de l'islam avec l'ouverture des bédiques. Les bédiques sont ouverts aux autres, mais aussi sont fermés parce que d'habitude, ils ne sortaient pas, ils ne venaient pas en ville, donc ils restaient dans les montagnes. Mais avec l'ouverture, donc l'islam a commencé à jeter ses bases et à s'implanter dans le peuple bédique. Et ils parlent quelle langue, les Bédiks? Ils parlent ménique. Ménique. Ménique, oui. Ménique fait partie du groupe des Tandans. Les Tandans sont les Bassari, les Badjaranké et les Koninga. Ce sont des langues minoritaires au Sénégal, des peuples plutôt minoritaires au Sénégal. Et le Bédik fait partie de cette ethnie-là. Donc le Ménique est la langue des Bédiks. Vous la parlez? Non, pas pour le moment. Mais j'ai tellement voulu chambrer aujourd'hui Oussama Monique Sagna dans la newsroom. Mais malheureusement, c'est raté parce que tu ne sais même pas comment on dit bonjour ou bonsoir en Ménique. Non, pas encore. Une prochaine fois. Hein? Tu me le rapportes la semaine prochaine. Promis. Merci Boubacar Dieng. Ça fait du bien de séjourner chez les Bédiks. On est forcément heureux en y revenant. On s'envole encore ce soir pour le Mali. Docteur Oumar Mariko est en ligne de Bamako. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un des acteurs majeurs de la révolution de mars 91 et vous êtes membre du M5 RFP. Docteur, samedi, la rencontre entre le M5 et le CNSP a été annulée à la dernière minute. Est-ce que vous avez pu reprendre contact avec le Conseil national pour le salut du peuple? Non, moi je vous remercie. Je ne suis pas membre du comité stratégique qui a en charge de rencontrer le Conseil national pour le salut du peuple. Et à la rencontre passée, il y a eu cette fois-ci une nouvelle rencontre parce que l'Assemblée générale n'a pas pu avoir lieu. Il y a eu effectivement une rencontre entre le Conseil national pour le salut du peuple et le comité stratégique du mouvement M5. La rencontre a eu effectivement lieu. Oui, votre téléphone sature un peu peut-être, Docteur Oumar Mariko, si vous pouvez vous éloigner du combiné un peu plus, je pense. Vous nous recevez maintenant, ça va? Beaucoup mieux? Oui, la liaison n'est pas très très bonne. Alors, quelle est la position officielle aujourd'hui de vous, Oumar Mariko, en tant qu'acteur politique malien? Ma position est celle-ci, c'est que en réalité, le Conseil national pour le salut du peuple a fait un virage qui n'a pas été que j'apprécie pas au départ.
parce qu'ils auraient dû rentrer immédiatement en concertation avec les forces qui les ont précédés dans ce combat et qui ont complètement affecté le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta. Alors donc, ils ne l'ont pas fait, ce n'est pas très bien grave, parce qu'on peut toujours rattraper cela. Mais mon position aujourd'hui, en tant qu'homme politique, en tant que responsable de structure et en tant que démocratique et populaire qui a déclenché le premier les hostilités pour exiger le départ d'Ibrahim Boubacar Keïta, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de la précipitation. Il ne veut pas y avoir de la précipitation parce que là, on peut faire des systèmes de transition comme nous l'avons fait en 91, comme nous l'avons convenu en 2012. Alors que pour moi, la transition, il ne s'agit pas de faire une passation de service, une passation de pouvoir. Alors que la transition pour nous s'étale au-delà des questions constitutionnelles. Oui. La transition doit être simplement politique. Et cette transition politique n'est pas juste l'organisation d'un forum pour dire on va faire des réformes, on va faire ceci, cela, et ensuite on passe à des élections. La question qu'il faut résoudre, c'est la question de la direction du pouvoir politique aujourd'hui. Oui. Et les militaires doivent comprendre qu'ils ont fait chuter un régime. Ils ont fait un régime. Il faut maintenant approfondir le processus pour faire partir un système qui a gouverné ce pays depuis 1992. Cela devrait correspondre à quoi? Concrètement, ça devrait correspondre à quoi? Un président chef d'État civil, un premier ministre civil, c'est ce que vous voulez? Si le premier ministre civil, c'est pas ça ma préoccupation. Ma préoccupation d'abord, c'est qu'il faut le Conseil national pour le salut du peuple soit en lien avec ceux qui ont osé s'attaquer au régime et qui l'ont fait. En ce moment-là, on règle la question politique. Et toutes les autres questions rentrent là-dedans. Civil, président, civil, premier ministre n'est pas vraiment ma préoccupation. Ce qui est ma préoccupation, c'est la prise en compte des revendications qui ont été mises en avant et des revendications qui ont entraîné la chute du régime. À partir de cet instant-là, on fait, comment ça, on nettoie vraiment l'écurie et en ce moment, on passe à l'élection. Donc, si moi, je ne veux pas qu'on soit dans une question de personne, quoi, civile, militaire, etc. Est-ce que vous accepteriez, oui, mais dans ce cas, à contrario, est-ce que vous accepteriez que le président soit un militaire et le premier ministre aussi? Il faut d'abord on définisse des tâches. Il faut qu'on définisse les tâches qui vont être faites pendant cette période-là. Mais parce que c'est une révolution qui est en cours. Donc on veut, en 91, décapiter la révolution pour rentrer dans une espèce d'institution institutionnelle qui consiste à dire, bon, allez, on fait un mouvement de transition qui consiste à quoi faire, pas à prendre en compte les revendications populaires, mais simplement à dire, on organise des élections, on passe la main aux civils. La question n'est pas là. La question n'est pas non plus de dire que les civils, c'est des politiques, donc gâter la situation. Donc il faut aller à des militaires, etc. Civils et militaires, chacun s'est retrouvé dans le système, soit comme étant un élément de construction de ce système, soit un élément qui a combattu ce système-là. Maintenant que tout le peuple s'est mis debout pour combattre le régime avec la volonté de mettre fin à ce système-là, nous devons coller à cette démarche du peuple, coller à cette orientation. Et en ce moment, se retrouver en unité organique, avec des tâches précises. Alors on se bien qui doit conduire ces tâches-là. Oui, mais le sentiment qu'on peut avoir, Oumar Mariko, c'est que la junte militaire, pour le moment, vous snob. Bon, on parle de junte militaire. Moi, en réalité, vous avez ce qui s'est passé là. C'est qu'il n'y a pas eu de coup d'État en réalité, proprement parlant. Les militaires nous ont dépassés, nous étions au monument de l'indépendance. Ils nous ont dépassés pour accueillir Ibrahim Boubacar Keïta dans son domicile. Et ils ont trouvé qu'il y avait des manifestants qui étaient devant le domicile d'Ibrahim Keïta, qui voulaient aller le prendre, mais qui ne pouvaient pas, parce qu'il était gardé par des forces militaires.
Donc on ne peut pas appeler ça véritablement un coup d'État pour que l'on puisse demander, dire à ce qu'ils achètent des choses à main. C'est vrai, c'est une réalité. Ils sont maladroits, les militaires. On doit croire que cette tâche qu'ils ont achevée est pour eux, que le combat est pour eux, que la lutte là est pour eux. Ils se trompent carrément, ils se sont trompés. Deuxième chose où ils se trompent complètement d'analyse, c'est de croire qu'ils sont au-dessus de la mêlée. Il n'y a pas une histoire d'être au-dessus de la mêlée. Ils doivent choisir leur camp, et leur camp, c'est le peuple, c'est les gens qui sont organisés dans les différents mouvements, regroupements qui se trouvent dans le M5. Et aussi des gens qui n'étaient pas dans le M5, mais qui étaient dans un processus de contestation du régime jusqu'à sa chute. Alors donc, ils doivent aller plutôt dans l'unité organique avec les forces insurrectionnelles que de vouloir se mettre pour près entre les deux courants et prétendre dire qu'ils sont au-dessus de la mêlée. Ils ne sont au-dessus d'aucune. Est-ce que vous êtes en phase? Tout acte qu'ils vont prendre va être soit en faveur du régime de France, ça va être en faveur de peuple. Est-ce qu'on peut penser aujourd'hui, est-ce qu'on peut penser qu'il y a aujourd'hui un dialogue de sourds entre vous, civils, classe politique traditionnelle, et les militaires? Oui, je pense que à partir d'hier, là, ils se sont rencontrés. Exactement ce qui s'est passé, parce que je ne rentre pas dans le communiqué officiel pour fonder ma religion. Je ne suis pas à Bamako, je suis à Sekasso, dans la capitale d'où est partie d'ailleurs l'insurrection. Je suis en ce moment-là en meeting, en organisation. Mais on peut vraiment dire qu'il y a un dialogue de sourds. Un dialogue de sourds. Mais je pense que, sachant la réalité sur le terrain, le dialogue va va rapidement laisser la place à un vrai dialogue. Êtes-vous en phase avec l'imam Dicko qui dit que l'armée doit être une solution et non un problème? Vous êtes en phase avec lui? Oui, l'armée ne doit pas être un problème. La solution vient du peuple. Oui, dans quelle situation on se trouve aujourd'hui? L'armée s'offre-t-elle comme solution, là, quand on parle de circonstances précises, ou elle a plutôt tendance à devenir un problème pour vous aujourd'hui? Bon, l'armée a tendance, effectivement, à créer un problème là où il n'y a pas. Parce que l'armée se trouve dans une confusion. C'est la confusion. Et dans ces conditions, c'est elle qui a tout intérêt aujourd'hui à aller vers les forces insurrectionnelles. Elle a intérêt à cela. Et de sortir donc de la confusion. Je comprends où se trouve la confusion. La confusion se trouve au fait que, pour ces militaires qui viennent d'arriver, ils sont venus dans un contexte où, dans le Mali de façon générale, les échecs successifs des régimes ont été mis au compte de la classe politique tout azimut. Ça, c'est la confusion. Elle existe aujourd'hui partout en Afrique. La classe politique a échoué. La classe politique a un mensonge vraiment terrible, quoi. La classe politique n'a échoué nulle part en Afrique. Mais les pouvoirs ont échoué en Afrique. Oui. Les pouvoirs politiques, de leur démarche actuelle, ont échoué à coller avec les intérêts. C'est ce que vous dites, mais la junte semble dire, oui, même si nous devons travailler avec les civils, il faut qu'il y ait des jeunes, il faut de nouvelles figures politiques, comme pour dire que nous ne voulons plus des dinosaures politiques. Oui, mais ça aussi, ça rentre dans le cadre de la société politique, de la confusion mentale, de la même manière qu'on dit, oui, la classe politique a échoué. Maintenant, on chasse d'un côté, il revient de l'autre côté, mais là également, ces idées mortes-là, on va les chasser. C'est quoi un dinosaure politique? On ne sait pas, ce sont les jeunes qu'on voit couvrir de gauche à droite pour les soutenir les candidats, ont plus d'argent. Ce n'est pas une histoire de jeunes. Les jeunes en aura. Nous avons été jeunes. Il y a des jeunes un peu partout dans tous les partis politiques. Mais quand on dit jeunes là, ce sont ces jeunes là qui se laissent corrompre parce que, vaincus par le chômage partagiste là, ce sont ces jeunes là qui sont les directeurs de campagne, qui courent de gauche à droite, qui sont dans les systèmes de corruption un peu partout. Donc ce n'est pas une histoire de jeunes et de vieux. Ça, c'est une confusion encore une fois. C'est une confusion. Nous, ce sont des jeunes qui sont sortis à la rue pour combattre Ibeka.
Mais ils n'étaient pas des jeunes dans la rue. Nous étions tous dans la rue. Jeunes, vieux, vieilles femmes, hommes, garçons, tout le monde était dans la rue. Par contre, il y avait des jeunes qui étaient avec Ibeka, qui nous gazaient. Il y a des jeunes parmi les militaires qui nous gazaient, qui nous ont tiré dessus, la forçade. Donc, c'est des classifications vraiment complètement débiles que nous entendons très souvent en Afrique. Mais c'est des propos vraiment de gens qui veulent que les Africains, les jeunes Africains, tournent leur dos à leurs références vivantes pour aller faire se trouver des références qui sont des gens à accomplir le tâche et qui ne sont plus de ce monde et transformer ces hommes-là en niveau inoffensif. Oumar Mariko, vous étiez sûrement plus jeune en 1991. Tout à l'heure, je vous qualifiais de révolutionnaire malien. Vous avez joué un rôle important, c'est ce qu'on dit du côté de Bamako dans les changements de mars 91. Qu'est-ce qui différencie ce qui s'est passé en 91 et ce qui s'est passé là, il y a quelques jours, quelques semaines? Mais vous savez, depuis 91, j'ai accepté en 91-92 l'orientation prise par M. Alpha Konaré. Donc j'ai combattu Alpha Konaré pendant ces 10 ans de régime. On a fait une parenthèse avec Amadou Touré, avec mon parti. Mais mon parti étant en train Amadou Touré pendant quelques années, nous étions les plus opposants. Et le processus de 2020, là, s'est déclenché pour nous, par le mouvement démocratique et populaire dont j'assumais la grande responsabilité. C'est nous qui avons tiré la conclusion le 14 octobre 2019. 3 conclusions. Premièrement, le régime de Ibrahim Boubacar Keïta est l'obstacle à la paix, à la stabilité de notre pays. Deuxième chose, il faut que les gens se résolvent à comprendre qu'aucun réaménagement n'est possible encore avec le régime. Et troisième chose, rassembler toutes les forces pour qu'on demande, on exige le départ de Boubacar Keïta. Nous avons été le parti Sadi qui a lancé le mouvement démocratique et populaire le 14 octobre 2019, au moment où la plupart de ces jeunes et de ces partis politiques avaient rejoint le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta à travers l'accord politique qui a été signé entre lui et il avait contesté, qui a consacré la rentrée dans le gouvernement de jeunes de certains partis politiques. Donc on ne peut pas, nous avons pas, on n'a pas fléchi. Alors donc des jeunes nous ont combattu avec l'IBK, des jeunes nous ont suivis. Et avec certains de ces jeunes, nous devons continuer le combat. Ce n'est pas un combat de jeunes, ce n'est pas un combat de vieux, c'est un combat de lutte pour la souveraineté de notre pays, pour la paix, pour le pain et la liberté. Merci. Ce combat-là n'a pas besoin de frontières d'âge. Merci Oumar Mariko, homme politique malien et acteur de ce qui se passe actuellement au Mali avec le départ du pouvoir d'Ibrahim Boubacar Keïta, comme vous le savez, le 18 août dernier, avec la junte militaire regroupée au sein du Conseil national pour le salut du peuple. Un dialogue de sourds, c'est ce qu'on retient de cet entretien, principalement avec Oumar Mariko, dialogue de sourds entre les civils et les militaires au Mali. Ailleurs, en Gambie, un autre pays voisin, là-bas, l'actualité tourne autour des pénuries d'eau et aussi des coupures d'électricité. Les habitants de Banjul sont très frustrés par cette situation, surtout en cette période de pandémie de Covid-19, mais aussi de canicule dans la capitale gambienne. C'est un reportage d'Amadou Bari. Les images sont de nos confrères de la chaîne de télévision privée QTV Gambia. Sukuta Kinsen, un quartier de la lointaine banlieue de Banjul, c'est un spectacle surréaliste qui se déroule sous nos yeux. Il faut jouer le muscle pour se ravitailler en eau à longueur de journée. Depuis des années, ces habitants souffrent d'un manque criant d'eau. Le seul moment où les robinets coulent, c'est entre 3h et 5h du matin. Ce précieux liquide est à la fois utilisé pour la consommation,
faire le ménage, laver le linge ou cuisiner, tandis que le pays est frappé de plein fouet par la pandémie et en période de forte chaleur. Le porte-parole des habitants explique que la coupe est pleine, ils n'en peuvent plus. L'eau est un besoin élémentaire auquel nous avons droit. C'est une source vitale. L'accès à l'eau ne doit pas être un luxe. Cette fois-ci, nous nous adressons au chef de l'État qui nous vienne en aide. En rogne contre la NAWEC, la compagnie d'eau et d'électricité, cet activiste explique que ce n'est pourtant pas faute d'avoir saisi plus de droits. Le conseiller municipal de notre quartier a été saisi il y a quelques jours. Ce qu'il nous dit, c'est qu'il a écrit à la NAWEC, mais la société se plaint d'un problème logistique. Elle ne dispose pas assez de moteurs pour approvisionner tout le quartier en même temps. L'imam de la mosquée du secteur pointe du doigt, lui, le contraste entre les recommandations des autorités sanitaires qui ne cessent d'enjoindre les gens à se laver régulièrement les mains et la réalité du terrain. Comment avoir une hygiène de vie sans eau? Sans eau, on ne peut pas garder sa dignité et pratiquer correctement sa religion. Nous avons soif, on nous a privé un droit le plus absolu. L'imam se dit peiné de voir des centaines de personnes s'agglutiner au quotidien auprès de la fontaine publique pour se ravitailler en eau. Il exhorte l'État à réparer cette injustice qui n'a que trop duré. Quant à ces femmes, elles se plaignent d'un quotidien pourri par la quête perpétuelle du liquide précieux. Elles passent désormais le clair de leur temps à puiser de l'eau à l'aide de bassines et bidons. Elles s'exposent chaque jour au danger de virus. Pour accéder à l'eau, s'insurgent-elles. Ce quartier est loin d'être un cas isolé à Banjul. Plusieurs autres zones de la capitale vivent au rythme des pénuries d'eau et de coupures intempestives d'électricité. Sous le feu des critiques, la NAWEC, la compagnie d'eau et d'électricité, son porte-parole reconnaît des contraintes structurelles. La demande étant plus forte que l'offre, la société fait avec les moyens du bord en attendant l'aboutissement de nouveaux projets financés par le partenaire multilatéraux. Tranche de vie avec le secrétaire général du SYTJUST, syndicat des travailleurs de la justice. Maître El Hadj Aya Boun Malik Diop fait beaucoup parler de lui avec les grèves récurrentes des greffiers. L'homme qui a paralysé le système judiciaire pendant 71 jours est entré par hasard dans le métier. Natif de Dakar, l'enseignant devenu greffier ne recule devant rien quand il s'agit de défendre la cause de ses camarades. Tranche de vie, ce soir, Adam Assar et Moussa Fall. Le secrétaire général du SYTJUST, qui a paralysé le système judiciaire ces derniers temps, est devenu greffier par hasard. Thématique pour aller faire un concours d'enseignant à l'école normale supérieure en 1997, où j'ai fait une formation de 2 ans. Je suis sorti comme professeur, lettres modernes français-anglais. À ma sortie en 1999, j'étais affecté dans un collège en Casamance, plus précisément à Moulombe. Mais à l'époque, c'était une période d'insécurité où il y avait des problèmes d'insécurité au niveau de la Casamance. Je n'ai pas pu rejoindre le poste. C'est par pure chance ou par pur hasard que j'ai fait le concours direct d'entrée au centre de formation judiciaire, section greffe. Pour lui, le métier de greffier cristallise la confiance de la société. Le métier de greffier est un métier exaltant. C'est un métier de dépositaire. Donc c'est un métier
qui cristallise la confiance de la société. Parce que lorsqu'on vous dit que vous êtes le co-signataire des décisions de justice et que toute décision rendue est rendue entre vos mains et que vous en êtes maintenant le dépositaire pour veiller à ce que les décisions de justice ne soient pas altérées, c'est que quelque part on a placé une haute confiance entre les mains de cette profession. Son engagement à défendre les causes des travailleurs de la justice peut l'amener à surpasser toute forme de menace. Dans le terrain du combat, on peut être amené à se surpasser. La preuve, cette grève de laquelle nous venons de sortir m'a montré des aspects surprenants des travailleurs de la justice, mais aussi un aspect surprenant de ma personnalité. Je n'aurais jamais cru que nous aurions suffisamment de ressources et d'énergie de maintenir un bras de fer qui a fait 71 jours, avec les menaces, avec des possibilités de salaire ponctionné, avec toute la pression de la société, parce que lorsque vous menez un tel combat, vous ne pouvez pas ignorer que les pressions, ça vient de partout. Maître El Hadji Ayaboun Malik Diop, ancien président de l'ASC Mbolo de Sicap Liberté 1, est marié et père de 3 enfants. Maître Diop est né à Dakar. Il est âgé de 46 ans. Un autre rendez-vous très attendu de la Total dimanche, portrait de l'animal, le guépard aujourd'hui. C'est l'être le plus rapide du règne animalier, une vraie flèche, le guépard. Présent en Afrique et en Asie de l'Ouest, on le reconnaît facilement aux nombreuses taches qui ornent son corps et qui le rendent si fascinant. Il a été jusqu'à séduire notre Brigitte Bardot à nous, ici à ITV, qui a choisi de l'étudier de loin, bien évidemment, sans s'aventurer à approcher la bête de trop près. Kessendour en a quand même beaucoup appris. Le guépard, un félin pas comme les autres. Le portrait, regardez. Jean Lancel me disait « La course du guépard est superbe. C'est un spectacle inoubliable mais fort rare, car généralement, on court devant. Au fond, pas la peine de prendre vos jambes à votre cou, vous ne le sèmerez jamais. Ce grand mammifère carnassier, de la famille des félidés, atteint une vitesse inégalable. Considéré comme l'animal terrestre le plus rapide du monde, ses pointes peuvent atteindre les 112 km/h, et ce, grâce à un corps svelte, musclé et étonnamment flexible. En effet, c'est grâce à sa colonne vertébrale très souple que le guépard peut projeter ses membres postérieurs si loin et donc courir si vite. Un avantage non négligeable pour la chasse, car en dehors de cette allure hors du commun, ce qui fait toute la particularité de cet animal, c'est sa technique de prédation. Le guépard est loin d'être aussi impressionnant qu'un lion, par exemple. La preuve, son cri, aussi appelé feulement, est souvent comparé à celui d'un oiseau ou au miaulement d'un chat. Sur la ruse, le guépard pratique ce que l'on appelle la chasse à l'affût. Grâce à son pelage tacheté qui lui sert de camouflage, il peut rester plusieurs heures tapi à observer un troupeau avant de s'approcher lentement de sa proie et de bondir pour lui faire un croche-pied. Et si tout va bien, cette chute à grande vitesse cause la mort de l'animal. S'il est coriace en revanche, notre félin appuie ses pattes sur sa gorge jusqu'à ce que la mort par strangulation survienne. Une méthode qui marche presque à tous les coups et que le guépard a adoptée faute d'autres possibilités. Ses mâchoires sont moins puissantes que celles des autres félins et ses griffes, qui ne se rétractent jamais totalement, lui permettent certes d'adhérer au sol facilement, mais pas tellement. Elle est de retour. Bonsoir Kessen. Bonsoir Mahmoudou, ravi. 112 km/h, ça paraît incroyable. Oui, alors effectivement, le guépard peut courir jusqu'à 112 km/h. Autrement dit, ce sont des pointes. Mais de manière générale et sur la durée, sa vitesse redescend entre 50 et 72 km/h. Ce qui reste considérable, mais dans la nature, l'antilope qu'il chasse, par exemple, en réalité peut le dépasser. Et du coup, il compte plus sur la fatigue de son adversaire que sur sa vitesse. Certes, il peut aller très très vite, mais il a du mal à tenir la distance.
Alors, j'ai une question, elle est longue. Vous nous avez parlé des tâches du léopard, c'est bien sûr sa caractéristique physique principale, mais pas des longs traits qu'il peut avoir sur le visage. Par ça aussi, c'est une manière de le différencier des autres félins, comme le léopard par exemple. Je parlais bien sûr du guépard, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Alors, vous avez pu voir dans le reportage, il a effectivement 2 longues traces noires qui partent du coin de l'œil et qui redescendent jusqu'à la commissure de ses lèvres. Et pour le coup, la question était longue, mais ma réponse, elle, sera très courte. Ces traces noires fonctionnent à la manière des verres teintés que l'on peut porter en tant qu'être humain lorsqu'il y a du soleil. Cela permet de ne pas refléter les rayons et de voir plus loin, plus longtemps, et donc de mieux observer sa proie. C'est ce à quoi servent ces 2 traces noires qui, du coup, restent le long de son regard et descendent jusqu'à la commissure de ses lèvres, tout simplement. Il y en a en Afrique et pourtant on en voit rarement sous nos cieux. Est-ce que c'est parce que le guépard est en voie d'extinction? Alors non, il n'est pas en voie d'extinction. Cependant, les chercheurs l'observent parce qu'effectivement, il y en a de moins en moins. Mais il faut savoir qu'on n'a pas découvert le léopard en Afrique il y a extrêmement longtemps. Sa première observation en milieu saharien, c'est comme ça qu'on appelle son espace de vie en Afrique, date de 1884 et c'était en Algérie. Dans le désert du Sahara à proprement parler. En revanche, on a découvert une sous-espèce en 1913 et tenez-vous bien, la dernière a été découverte il y a quelques années seulement au Niger en 2002. Parce qu'il faut savoir qu'il existe 5 sous-espèces de guépards. La raison pour laquelle on n'en parle pas si souvent, c'est tout simplement parce qu'elles ont des différences qui sont minimes. Donc de manière générale, on ne parle pas de tel ou tel guépard dans la vie courante. Certains vétérinaires qui les étudient plus profondément, eux, font la différence, mais de manière générale, zoologues et autres parlent de guépards parce que vraiment les différences entre ces 5 sous-espèces sont extrêmement, extrêmement minimes. 20h30, pile poil, ligne d'arrivée du guépard. Parfait, on a été assez rapide. Poursuivre ce soir avec le guépard. Oui. Tu t'en es tenu bien loin, hein? Et effectivement, hein? je ne me lancerai pas à m'en approcher de trop près. Vous l'avez vu, c'est un chasseur hors pair et je ne suis pas sûre d'aller courir suffisamment souvent pour pouvoir tenir la distance. 112 km/h, c'est quand même un peu beaucoup. On t'attend au footing matinal de 6h30 avec Boubacar Diallo, Toc Toc. Effectivement, qui on va vous prendra réveiller. le relais avec Aïssata Ndiaye, Dakar Direct à 5h45 déjà ou sur votre radiovision. Il est toujours utile de le préciser, votre radiovision, e-radio. Passage de témoin entre Aïssata Ndiaye et Boubacar Diallo et son équipe à 6h30. Là, tout de suite, vous aurez comme rendez-vous ce soir à 22h Omnisport, Tradi Musique à 0h. Malik Tchandoum pour Omnisport et Tradi Musique avec Nickel Nian. Merci à la réalisation du côté technique Masmboup et Oumar Khan pour la rédaction. Merci de nous avoir regardés. Bonsoir et surtout excellente semaine.